Salut à tous, bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale avec deux invités exceptionnels, deux grandes héroïnes à la plume affûtée, sans qui nos films et séries n'auraient pas la même saveur. Traductrices, adaptatrices, maîtresses des répliques, elles font parler nos héros avec style et logique dans l'art du doublage. Elles sont des magiciennes, maniant les mots avec une élégance souveraine. Elles nous font l'honneur d'être dans Voix Ouf. Caroline Lecoq, bonjour. Bonjour. Et Fanny Béraud, bonjour. Bonjour. Allô ? Quelle joie d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles ? Allô, y'a personne au bout du fil ? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue ? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça ? Alors, on est ravis de vous avoir à nos côtés, car à nos côtés, il y a notre experte doublage de la rédac d'Allociné, celle qui reconnaît une voix en 2 syllabes, même sans Wi-Fi, Manon Maroufi. Waouh, c'est beau. T'arrives encore à avoir de l'inspiration après, J'essaye un petit peu. après 7 ans d'émission. Ouais, j'étais un peu moins... Non, Et- c'est bon. On réserve ça à notre acolyte Thomas qui n'est pas là aujourd'hui. Et... J'allais dire, on salue notre camarade Thomas Imbert qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette émission. Donc salut Thomas, respect, robustesse. Et aujourd'hui aux manettes à la réalisation de ce podcast, toujours la sémillante Constance Matthews. Ouh, On la salue de loin, elle n'a pas de micro, mais elle est là. le cœur y est. Alors Fanny et Caroline, pour la première question que j'aimerais vous poser pour parler un peu de votre métier, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure de la traduction, adaptation, notamment dans le doublage ? Alors on me regarde, donc je vais commencer. Mais moi, j'ai fait, comme beaucoup d'autrices, auteurs de ma génération, des études de langue, des études d'espagnol, même moi, LLCE, ça s'appelait à l'époque. Mais je ne voulais pas être prof. Et j'adorais le cinéma, évidemment, et j'ai eu la chance de tomber sur une plaquette d'une école de traduction. Alors moi, je suis allée à Strasbourg, où j'ai découvert ce métier de sous-titreur. Enfin, découvert ce métier. J'ai découvert que je pourrais faire ce métier de sous-titreur. Donc, j'ai fait cette formation à l'époque, et voilà. Donc, je suis arrivée comme ça, parce que je disais dans mon mémoire que je voulais être la voix de la sorcière dans Blanche-Neige, mais j'ai jamais voulu être la voix, en fait. J'étais douée, voilà. Elle est prétentieuse. J'aimais les langues, je me débrouillais bien en traduction, et du coup, j'ai allié ma passion à ce que je savais à peu près faire. Voilà. Ok. Ça s'appelle toujours LLCE, je crois, parce que Ah oui, je suis pas trop, je sors des études de prétention aussi, hein, évidemment. J'ai fini mes études il y a un peu moins de 10 ans maintenant, et c'était encore LLCE, donc à moins que ça ait changé entre temps, mais je crois pas. C'est que moi Donc, j'ai un DESS par exemple, je n'ai pas un master 2, donc ça donne mon âge, ok, mais voilà. ok. Ça s'appelle encore DESS. Ça marche. Ok. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, en tout cas. Et oui, moi c'est pareil, j'ai fait des études de langue avec pour but au départ de faire ma maîtrise à l'étranger. C'était ça qui me motivait. Et puis j'étais tentée par les métiers de la traduction, mais plutôt l'interprétation, l'interprétariat. Et en fait, c'est en licence, donc aujourd'hui, ça s'appelle toujours la licence, c'est la 3e année. Alors moi, j'ai fait des études de LEA, langues étrangères appliquées. À l'époque, c'était au commerce et pas à la traduction, parce qu'il n'y avait pas dans la ville où j'étudiais. Et donc en licence, on avait un cours de traduction en italien. Oui, donc j'ai fait LEA anglais-italien. Et la prof nous a passé un extrait d'un film de Nanni Moretti, et elle a masqué les sous-titres avec une feuille. Elle nous a demandé de faire le sous-titrage de cette scène. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est pas mal en fait, parce que c'est un compromis entre un métier artistique et puis un métier plus technique de traduction. Et à partir de là, je me suis renseignée. Donc moi, comme Caroline, c'était le sous-titrage qui me tentait au départ, parce que le doublage, ça paraissait inaccessible. Moi, je pensais qu'il fallait être comédienne. Et voilà, donc à partir de là, j'ai quand même fait ma maîtrise à l'étranger, et après aussi un DESS de traduction, mais alors plus diversifié. Et ensuite, j'ai fait un stage dans une grande boîte de doublage, j'ai fait un stage au sous-titrage, et après, j'ai été salariée 2 ans
au service des contrats des comédiens, ce qui m'a permis d'observer tous les rouages des métiers du doublage. Et après, quand j'ai pu, je me suis lancée en doublage parce qu'il n'y avait pas de travail en sous-titrage. Voilà. Donc c'était au départ par défaut, et finalement je me suis dit non, mais c'est passionnant parce que je trouvais ça encore plus créatif que le sous-titrage, étant donné qu'on doit jouer les répliques, mais bon, c'est pas... Oui, si, un peu quand même. Bon, voilà, je me tais. C'est très long. J'ai du mal à être concise. Ouais, c'est intéressant parce que on parle justement de différence entre le doublage et sous-titrage. On fait pas... Est-ce que c'est quasiment pas le même métier quand on fait du sous-titrage et du doublage? Parce qu'on doit forcément essayer de coller aux lèvres des comédiens et comédiennes. Comment ça se passe pour la différence quand vous travaillez sur du doublage et sur du sous-titrage pour vous? Pour moi, ce sont deux techniques différentes. Et après, moi, je sais que quand j'ai commencé, donc je faisais aussi du sous-titrage, et moi, j'avais un esprit de synthèse. Donc, ce que j'aimais, c'était tout couper. Voilà, peut-être que je voulais être coiffeuse aussi, j'en sais rien. Et en fait, j'avais cet esprit-là. Et moi, c'est pareil, j'ai commencé donc dans le sous-titrage, j'étais salariée dans une petite boîte. Quand je suis revenue sur le marché, c'est pareil. Le premier projet qu'on m'a proposé, c'était du doublage. Donc, je dis, ouais, bien sûr. Au secours. Donc j'ai pleuré, vraiment, c'était horrible. Et pour moi, c'était difficile de faire cet exercice. Et à l'inverse, aujourd'hui, ça m'est arrivé il y a quelques années qu'on me repropose une série en sous-titrage. En plus, c'était une série médicale. Et là, mais j'étais paralysée parce que je savais très bien ce que j'allais dire. Donc le cerveau, il a une gymnastique différente, mais je pense qu'on peut très bien faire les deux. Mais pour moi, c'est vraiment une technique différente, comme de traduire un scénario, c'est aussi une technique différente. Donc c'est vraiment une technique, une gymnastique à avoir. Et ce que je dis, j'ai donné des cours d'introduction, on va dire, au doublage dans une école, et c'est ce que je leur ai dit. En fait, votre cerveau, il a un petit déclic ou pas. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui l'ont tout de suite, il y a des gens pour qui c'est plus long. Et donc, mais c'est un petit truc, ça vient, faut accepter la chose, et c'est une autre gymnastique, quoi. On est des athlètes. Oui, bon, c'est vrai qu'on oppose souvent sous-titrage et doublage, mais au départ, ça reste très créatif. Ensuite, moi, j'en ai fait très peu. J'ai sous-titré un film pour un festival quand j'ai commencé, et j'ai trouvé, comme toi, je me suis arraché les cheveux, j'ai eu très peur. Et en plus, c'était un film d'époque, alors il y avait d'autres contraintes de langue et tout. Mais oui, donc en fait, on oppose doublage et sous-titrage. Et c'est vrai que nous, en doublage, on va dire c'est pas qu'on a plus de contraintes, mais peut-être qu'on a plus de liberté, parce qu'en sous-titrage, on doit quand même rester très, très proche de la VO. Si on entend, on peut pas trop s'éloigner. Donc il y a peut-être moins de trahison. En sous-titrage, mais après c'est rare quand même qu'on fasse les deux. Je sais pas si il y en a qui font les deux. D'ailleurs, je pense que sur une série, je sais plus sur laquelle j'ai travaillé, il y a un auteur qui faisait également le sous-titrage, mais il ne sous-titrait pas les épisodes qu'il adaptait. Donc peut-être parce que c'était trop compliqué pour lui, justement, à cause de cette gymnastique qui formate un peu le cerveau. C'est vrai qu'on a du mal, par exemple, passer d'une langue à l'autre. Nous, on passe tout le temps de l'anglais ou de l'espagnol ou de l'italien vers le français, et l'inverse, c'est quand même assez compliqué. Ah oui, c'est drôle, puisque du coup, vous deux, vous faites pas que anglais et français. Il y a aussi non, je fais de l'espagnol, ouais. Et l'italien. Donc c'est... Moi, je suis encore plus admiratif, parce que comment le cerveau arrive à permuter, à jongler, à trouver les bons mots, à trouver la bonne idée pour avoir la traduction qui va. Moi, c'est un truc justement qui me fascine. J'aimerais trouver le mécanisme. Comment vous le décririez, vous, ce mécanisme de switcher dans ces différentes langues? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec les études, ou est-ce que vous l'avez déjà et que c'est quelque chose que vous mettez en pratique, et qu'après ça devient comme une seconde nature, en fait? C'est un peu ça. Ouais, on est des aliénés des mots. Non, je pense que c'est... Peut-être qu'on a des esprits curieux, je sais pas, je pense que c'est... Parce que finalement, ce qu'il faut surtout connaître, c'est aussi... Enfin, par-dessus tout, c'est sa culture à soi, c'est-à-dire le français. En plus, aujourd'hui, on a des outils fabuleux. Enfin, moi, je me suis très, très longtemps sentie...
escroc parce que j'avais fait des études d'espagnol et je racontais souvent que moi, quand je faisais mes examens à l'époque, mes examens de traduction venaient avec des valises de dictionnaire. Je veux dire, moi, j'avais pas Internet chez moi, donc on avait des outils qui étaient quand même autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on a accès à énormément de choses qui peuvent nous aider. Et finalement, donc, j'allais dire une phrase, oui, à l'époque, on avait des dictionnaires aussi, mais le dinosaure. Mais c'est aussi être très actuel, être aussi curieux de ce qui se passe chez soi. Être curieux. Moi, je me suis toujours dit ça. Moi, dans mon école, on m'avait dit oui, on prend que des gens qui ont vécu très longtemps à l'étranger. Moi, j'avais hyper honte parce que pour des raisons personnelles, j'avais pas pu partir. Et je me disais, mais c'est marrant. Et une fois, j'ai levé la main, j'ai dit, mais moi, j'ai pas vécu longtemps à l'étranger. Alors, j'allais très souvent toute seule en Espagne l'été, dans un bled de Galice. Donc, pour le coup, j'étais obligée de parler espagnol parce que personne ne parlait français, ni anglais d'ailleurs. Et je dis, mais pourquoi j'ai été prise ? Et bon, il s'avère qu'il faisait une retranscription et que j'avais eu la meilleure note. Et il m'avait demandé à l'époque, mais tu fais de la musique ? Et je faisais je faisais du piano. Il me dit, ah, mais c'est ça, les gens qui aiment la musique, qui sont curieux, ils ont ce truc-là. Donc je pense que c'est... Voilà. Moi, quand je suis au restaurant, j'écoute toujours la conversation d'à côté. Je veux savoir ce qu'ils disent et tout ça. Donc on écoute, donc on se nourrit de plein de choses, en fait. Et je pense que d'avoir un esprit curieux, de s'intéresser à plein de choses différentes, ça aide. Et de regarder plein de choses différentes. Et voilà. Je pense qu'on... Ouais. Parce qu'en fait, c'est tout aussi difficile de passer d'un univers à l'autre que d'une langue à l'autre. Par exemple, passer d'une série médicale à une série d'époque, ça demande aussi une immersion. Alors après, c'est pas... on ne se met pas en condition. Déjà, on visionne. Mais après, ce qui peut être difficile, c'est passer d'une langue à l'autre dans le même film ou la même série. Bon, ça c'est assez rare. Ce qui est plus difficile, je trouve, ce serait de passer du français à l'espagnol ou l'anglais à l'italien. Ça, on ne le fait pas, on traduit vers notre langue maternelle. Mais oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Je vais te paraphraser. Non, c'est avoir... Je demandais des droits. Être curieux et, comme tu dis, observer et aimer, en fait, avoir... Je pense qu'on a tous pas mal d'empathie et une sensibilité qui font que on s'immerge facilement dans tous ces univers. Mais après, c'est vrai que ça demande beaucoup de recherche. Oui, tu valides, Manon, toi qui fais un peu de trad. Alors oui, moi c'est un exercice complètement différent. Moi je traduis de la littérature, enfin je suis en littérature, donc je traduis des romans. On est bien moins contraint par tout ce qui est, on en parlait, les labiales ou encore, j'imagine qu'en sous-titres on est quand même limité aussi parce que faut que ça rentre dans un écran, faut que ça puisse être lu dans un certain laps de secondes aussi. Donc il faut quand même réduire à l'essentiel, j'ai envie de dire, là où en roman, si l'original fait 400 pages et que le résultat en français fait 650, personne ne va se poser de questions, quoi. Donc c'est totalement différent et je pense qu'on se prend bien moins la tête, sans dénigrer aucunement le travail des traducteurs de littérature, hein. C'est juste que, voilà, par le support fait qu'il y a bien moins de contraintes, je vais y arriver, qu'en audiovisuel. En tout cas, j'ai jamais travaillé en audiovisuel. Ça m'intéresse beaucoup, mais on en avait parlé avec Jean-Marc Pantier, qu'on a reçu il y a quelques années maintenant, qui était d'accord avec ça, sur le fait que c'était un apprentissage complètement différent. Et puis il m'avait même proposé, si tu veux, on en discute et tout ça. Voilà, c'est pas quelque chose... On passe pas, je pense, de la traduction de littérature à la traduction audiovisuelle comme ça parce qu'on en a envie. C'est effectivement beaucoup de formation, beaucoup de travail et c'est impressionnant, je trouve ça vraiment... j'ai pas d'autres termes, c'est impressionnant. c'est tout. C'est pour ça qu'on a envie aussi de mettre en avant ce métier qui est vraiment encore plus dans l'ombre. On met beaucoup en avant les comédiens et bien évidemment les comédiennes, mais ce qui se cache derrière, c'est la substantifique moelle de tout ce qu'on aime dans le cinéma et les séries, en fait. Sans ça, ça serait pas du tout accessible. Ce qu'on retient, c'est les répliques. Hein. Oui. Donc quand on rejoue le nom de Zeus. Oui. Voilà. Il y a des petites trouvailles comme ça qui sont faites des espèces d'éclairs de génie. Oui, ça nous arrive. Non, mais l'image est un support qui nous rassure beaucoup. Parce que pour avoir traduit une série de podcasts, c'était passionnant, mais j'étais perdue. Sans l'image, c'est comme... c'est pas un doudou, mais quand même, on est...
Donc, ce que tu dis, que c'est moins contraignant, je pense que je suis assez admirative aussi des traducteurs littéraires parce que ça reste une interprétation. Je trouve ça très compliqué aussi. Nous, on a quand même ce support. Alors oui, il faut écrire, il faut que ce soit synchro avec les lèvres et tout, mais on peut avoir des réponses dans l'image qu'on n'a pas en littérature. Parfois, il y a quand même des phrases très obscures. Donc, Alors, vous avez fait énormément de choses, mais une des choses les plus marquantes, c'est évidemment Stranger Things, que vous avez chapeauté du début à la fin. Si je ne m'abuse, c'est ça ? C'est ça. Depuis la première saison. 10 ans. Et c'est quand même impressionnant parce que c'est quand même une des séries les plus populaires dans le monde. En France, ça a cartonné évidemment avec la dernière saison aussi qui est sortie cette année. On va prendre un peu ce cas concret justement pour un peu dérouler le métier. Quand on vous... déjà, vous avez tout votre bagage, vous êtes déjà quand même reconnu dans le métier. Et quand on vient vers vous pour vous dire on a cette série-là, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes dit tiens, c'est une grosse série ? Ou au départ, c'était juste un travail comme un autre Alors, je vais répondre parce qu'au départ, quand... je ne sais pas si on peut citer la société, le studio qui... on peut tout dire. Deluxe, en fait, a reçu un pilote et on leur a demandé de doubler le premier épisode. Donc c'est là qu'on nous a appelés. D'accord. Donc on t'a appelé. Oui, bon, Allez, je voulais cacher cette information. Spoiler. Parce qu'on a été un tel duo à travers toutes ces années. Bon, il y a eu des pauses, bien sûr, entre chaque saison, parfois très courtes. Bon. Donc au départ, oui, on m'a... Mélanie Best, la chargée de production, m'a appelée parce qu'elle avait vu une de mes adaptations d'une série qui s'appelle Bates Motel sur l'enfance de Norman Bates. De Norman Bates, le héros, l'anti-héros de... Excellente série Psychose, d'ailleurs. Ouais, de Psychose, oui, qui m'a empêché de dormir. C'est du métier. Ouais. Et alors j'étais assez étonnée, je me dis bon, alors je m'attendais à un univers, je me suis dit bon, parce qu'elle me dit oui, c'est à peu près cet univers-là. Thriller et tout, donc je m'attendais, je me suis dit bon allez c'est reparti pour ne plus dormir pendant des mois. Bon là il s'agissait que d'adapter le pilote et alors non mais je me souviens encore je me revois à l'époque j'avais mon bureau, bon j'ai plus une pièce dédiée à mon travail et en fait ce qui m'a marqué c'est que dans le premier épisode on entend le générique de K2000. Alors là, rien que ça, je me suis dit, non, mais c'est génial. L'univers, années 80. Donc, comme Caroline, on a grandi dans les années 80. On est né dans les années 70. La fin des années 70. La fin. Et là, je me suis dit, ah non, mais il y a quelque chose. Et alors, j'avais très peu de temps. Donc, ça a été une pression. Je me suis dit, bon... Et puis finalement, alors je ne sais pas s'il y a eu d'autres studios en concurrence, en tout cas, quelques semaines après, elle m'a dit bah, c'est bon, on a la série avec qui tu aimerais travailler. Et j'ai tout de suite pensé à Caroline. Et après, on était lancés. Et je me souviens que alors, la première saison, elle était sortie en juin ou juillet. L'été, ouais. Et on s'écrivait, on commençait à voir que l'engouement... des articles qui sortaient, notamment d'Allociné, sûrement. Oui. Et alors, mais t'as vu, ça y est, il y a même des gens qui se déguisent en 11. Et voilà, on a suivi ça de près avec beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, même si on voyait le potentiel, on ne savait pas. Bah, c'est qu'on pensait, moi je pensais vraiment que ça allait plaire justement à notre génération, quoi. C'est-à-dire c'était le doudou de la génération années 80 et finalement alors ça a marché sur notre génération mais beaucoup plus je pense sur ceux qui ont une dizaine d'années de moins que nous, voire plus finalement. Et c'est vrai que moi ça je l'avais pas du tout anticipé. Et puis il y avait quand même, il y avait Winona Ryder mais il y avait pas, c'était les débuts de production de Netflix. Nous on était pour la première saison on était très tranquille en plus donc c'était cool parce que on n'avait pas la pression des fois on nous propose un projet en nous mettant une espèce de chape de plomb dessus et des fois à tort parce que notre travail reste toujours le même quoi qu'on adapte et c'est vrai que là on était hyper tranquille et puis c'était rigolo parce que moi c'est quand même
oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'était un énorme projet, mais à l'époque, on n'avait pas cette pression et on a tous grandi comme ça, même les comédiens. Parce que c'est ce qu'on se disait tous quand on a fini la dernière saison, c'est que les comédiens, aujourd'hui, ils sont plus jeunes que nous, mais ils étaient hyper jeunes quand ils ont débuté. Et ils ont grandi aussi. Et tous, on a vécu ça ensemble, c'est-à-dire un peu une surprise avec à chaque saison, on se dire est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qu'ils vont nous écrire, est-ce qu'on va être déçus, et c'est vrai que pour moi, c'était un peu inattendu, puis c'était les débuts des plateformes. Et heureusement qu'on n'a pas su... parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend certains projets. Et là, heureusement qu'on n'a pas su que ça allait avoir un tel succès. Sinon, je pense qu'on aurait été un peu tétanisé pour l'adaptation. Là, ça a été naturel. Enfin, ça a été très fluide et tout. Et... Puis on a été très libre. Enfin, on était supervisés, mais on a été très libre sur le ton, sur les années 80. On a quand même été... on n'a pas eu, pour le coup, de contraintes clients déraisonnables. On a été supervisés, mais laissés... c'est cool ça. Libre. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie que vous soyez deux du coup sur un projet plutôt qu'un autre? Parce que du coup sur Bates Motel, j'imagine que tu étais toute seule. Ah non, j'étais en binôme. C'est toujours des binômes peut-être. Alors non, au départ, on était deux. J'étais avec Sandra Devoncey, qui n'est plus adaptatrice aujourd'hui, qui se consacre à autre chose. Et en fait, elle a été remplacée quand elle est partie en congé maternité par Sophie Désir, que vous devez connaître, qui a longtemps été prof à Lille, qui a enseigné le doublage, le sous-titrage peut-être aussi. Et non, on est souvent plusieurs, déjà parce que c'est mieux pour échanger, pour que ce soit constructif et qu'il y ait une vraie dynamique, qu'on ne reste pas enfermé parfois dans certains choix. Là, rien que de verbaliser certaines problématiques, tout de suite, on trouve des solutions. Là, quand je vois tous les jeux de mots qu'on a eus, on s'est beaucoup amusé, mais tout l'humour, c'est quand même bien. Après, c'est moins bien d'être 10 sur une saison, mais 2 ou 3, c'est l'idéal. Et puis souvent, ils enregistrent par plusieurs épisodes, donc de toute façon, on n'a pas le temps, un seul auteur n'a pas forcément le temps d'écrire... Il y a des mini-séries maintenant où c'est possible, je veux dire, quand il y a 4 épisodes, 6 épisodes, si le temps le permet, ils peuvent... Moi, je sais que ça m'est arrivé, sur une mini-série, on m'a dit, est-ce que tu veux la faire toute seule ? Et moi, j'ai dit non, parce que je veux mon filet de sécurité, je veux un binôme. Mais parce que c'est ce qui est aussi sympa sur le format série. Moi, j'adore traduire des séries parce qu'on est... on est plusieurs, quand on est une équipe. Et ça, c'est quand même hyper agréable quand on bosse chez soi tout seul et qu'on parle au mur, d'avoir des humains aussi pour échanger, puis d'avoir du recul sur son travail. Et puis surtout qu'en plus, on a de moins en moins de temps. Globalement, on n'a pas des temps démentiels pour écrire. Donc, c'est bien d'être à plusieurs parce que souvent, on peut buter sur quelque chose, on peut passer à côté de quelque chose. Et du coup, on a quand même... si on est à deux à passer à côté de quelque chose, on se dit, c'est bon, elle non plus, elle l'a pas vu. Et, mais ça rassure. Moi, je trouve ça rassurant. Alors justement, Constance me souffle une petite question par rapport à ça. C'est comment on traduit un jeu de mots quand on est amené qui n'est pas du tout traduisible en français, qu'on doit l'adapter. Ça, en littérature, c'est compliqué aussi. Comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez un exemple, mais... De quelque chose d'intraduisible Parce qu'on a vous parlé du elfe, mais c'est pas vraiment un Alors, si, on a un exemple dans la saison 5. Oui, on peut en parler maintenant, c'est bien. L'épisode, oui. C'est pour ça qu'on fait maintenant. Dans l'épisode 4. Ah oui, tout à fait. Oui, alors là, ça a été... On s'est dit... Bon. En fait, on a eu les épisodes au compte-gouttes, on les a visionnés dès le mois de juillet. Et l'épisode 4, on l'a eu en août, je crois. Bon, bref. Là, je m'éparpille. On donne des détails, on s'en fiche, mais... Et donc, on visionne l'épisode 4, et là, tout de suite, on voit une scène avec un jeu de mots, mais vraiment, là, on s'est dit... En plus, avec la musique. Donc, alors, moi, je me suis dit, Fanny, c'est ton épisode. Je te le laisse. Voilà. Et là, je suis décomposée. Je dis, non, mais là, il va falloir qu'on brainstorm... parce que ça va être très compliqué et en fait je sais pas si ça vous dit quelque chose là, l'épisode 4 avec la grande évasion. Donc en fait il y a eu tout un jeu de mots, le point de départ c'est Robin qui a souvent déjà qui a un débit de mitraillette, qui a tendance à beaucoup parler. C'est un personnage qu'on adore parce qu'elle est
autant couleur. Mais là, on l'a pas aimé parce qu'on s'est dit quand même, ça va être hyper chaud. Et donc oui, c'est une référence à La Grande Évasion. Puis surtout, elle fait un jeu de mots avec... alors nous, on a traduit par chiotte, parce C'est qu'on est Dick, très élégante. Mais oui, il y a eu tout un jeu de mots avec Dick. Vas-y, Caro, explique. Bah non, c'est ton épisode. Non, parce qu'on l'a adapté à deux, finalement. Oui, non, elle fait allusion à La Grande Évasion, et en fait, elle dit, elle rebondit sur Dick, qui est l'un des... Donc, il y a plusieurs tunnels, avec plusieurs noms de tunnels. Oui. Et du coup, il y a l'incompréhension de Dick, qui a un double sens, qu'il a un double sens, parce que... Voilà. Et c'est vrai que là, on est perdu, parce qu'il faut garder la référence. Et, mais non, moi, je trouve que c'est venu quand même assez vite. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait... Oui, parce qu'il y a des toilettes. Donc, en fait, il faut viser les toilettes. Voilà. Donc, ça tombait bien, mais c'est vrai que... Mais c'est que ça a été sur la longueur, en fait. Ça a traîné. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc qui marche dans toutes les scènes. Et surtout qu'elle dit « I love Dick ». Et là, tout le monde se regarde. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une réplique qui fasse mouche, qui fasse rire. En plus, il y a la musique, donc on ne peut pas contourner la référence au film. Et est-ce que, en plus, cette référence parle aux francophones ? Donc, c'est quand même un film ultra connu, mais... le titre, oui. Elle dit, vous n'avez pas vu La Grande Évasion, si, elle le dit, dit, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois, les références, elles ne sont pas vraiment précisées. Donc après, tout le monde connaît La Grande Évasion de nom. Est-ce que tout le monde l'a vu ? Et est-ce que tout le monde va se souvenir de ce truc de tunnel ? Moi, honnêtement, je ne l'avais pas. Moi, La Grande Évasion, je l'ai vu il y a très longtemps. Et j'avoue ne pas l'avoir re-regardé. Enfin, on a vu des extraits, en français, pour savoir comment ça avait été amené. Mais voilà. Mais oui, ça, c'est... Du coup, le I Love Dick est devenu quoi ? Elle est devenue chiotte. J'adore les chiottes. Et bon, finalement, on s'est dit, bon, pourvu que ça passe, parce que là, on n'a rien d'autre en stock. Oui, parce qu'on peut être à la relecture, on peut nous dire, non, pas ça. Ouais. Et c'est vrai, quand tu as passé des jours et que tu penses avoir trouvé quelque chose qui fonctionne, alors souvent, c'est frustrant, le doublage, parce que souvent, ça peut être en dessous. Enfin, on se rend compte que c'est en dessous. Mais et si on nous avait dit non, on attend les retours correction client avec un peu d'angoisse. Et voilà, avec des argumentaires des fois foireux aussi pour contre. Mais là, ça reste. Là, c'est passé. Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'en fait. Attendez, c'est trop tard. C'est trop direct. Attendez, on change tout. Mais ça reste un super souvenir parce que là, le fait de travailler, on a travaillé sur site, donc on était toutes les deux dans le même bureau. Et là, il y a eu un vrai travail main dans la main où on a tâtonné ensemble et après on a essayé, c'est vrai que c'est génial. Donc là, ça dure, je sais plus combien de temps elle dure cette scène, 5 minutes. Bon, après il y a plus tard une reprise, mais et là on a vraiment tout fait ensemble et ça c'est assez rare. À distance, on n'aurait pas pu forcément. Parce qu'en plus les épisodes sont super longs et combien de minutes d'épisodes on fait par jour ? Comment ça se passe aussi à ce niveau-là ? C'est variable ? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend quand on a une scène comme ça, on peut passer une journée sur une scène en fait de 3-4 minutes. J'ai révisé, j'ai écouté Anthony et Sabine l'autre jour. Oui, ça dépend. Ça dépend de, comme le disait Anthony justement dans l'ancien podcast, ça dépend. Moi, en parallèle, là, je fais une série médicale. Des fois, je peux faire 2 minutes en pleurant toute la journée parce que, et encore, on a des consultants, mais ça dépend vraiment. Sur Stranger Things, déjà d'une saison à l'autre, on a des habitudes, on connaît les personnages, il y a des choses qui viennent beaucoup plus facilement. Mais ça dépend, ça peut aller vite. Puis Stranger Things, ils font aussi beaucoup, ils courent beaucoup, ils écrivent beaucoup, donc ça c'est plutôt facile. Mais non, ça dépend, c'est très très aléatoire. Et d'ailleurs c'est le piège parce que souvent on nous propose un projet, on nous dit ouais t'inquiète, c'est pas très bavard. Ouais mais canaille regarder s'il te plaît, parce que pas très bavard si c'est que du gros plan par exemple. Je veux dire, si c'est 300 lignes mais que en gros plan. Ça demande énormément de travail et tout ça, donc c'est très aléatoire. Puis dire, comme disait Anthony, encore une fois, je le plagie, on dit qu'on écrit une minute en 1 heure. Ouais. C'est la moyenne pour nous, on évalue comme ça notre travail pour accepter ou pas un projet, pour voir si on a le temps. Mais après, d'un adaptateur à l'autre, on ne met pas le même temps. Moi, je sais que j'écris vite, donc dire combien je peux faire de minutes, ça n'a pas de sens, parce que moi, c'est ma façon de travailler.
on ne travaille pas tous de la même façon. Moi, je sais que je fais un gros premier jet et après, je reviens dessus. Il y a des gens qui, tant qu'ils n'ont pas la bonne phrase, la bonne scène, tant qu'ils n'ont pas fini leur boucle, ne lâchent rien. Ils ne passent pas à la suivante. Moi, j'arrive pas. Et il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. C'est chacun, on est des individus différents et on a des façons différentes de travailler. Donc, c'est pas... mais oui, dire qu'on fait... et puis, on fait aussi avec le temps qu'on nous donne. Et les contraintes. Et là, on n'avait pas Internet sur les postes. Donc moi, c'est vrai que ça m'a déstabilisée et que, en plus, j'avais pas toujours un ordinateur avec Internet à côté, donc faire les recherches sur le téléphone. Mais c'est vrai que là, Stranger Things, autant il y a pas mal de scènes d'action, autant on a eu beaucoup de choix à faire et sur des jeux de mots, des références, je pense à la Dev Zone en VF. En VO, c'était Magzi, il y avait tout un jeu de mots avec Big Mac et avec tout Big ça. Mac, et là, on s'est dit, non, ça marche pas. Donc tout ça, mine de rien, ça demande une réflexion. Après, on se concerte, et puis on ne sait pas si la personne qui supervise, enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais si ces personnes vont accepter. Donc c'est vraiment, ça demande à la fois de... Parce que parfois, on est tenté... On a le même humour avec Caroline, alors parfois il y a des choses qui nous très dangereux. Ouais, très dangereux. Vous êtes passé à côté de choses. Ouais. Je pense notamment à un surnom. Un surnom, ouais. Alors ça nous a demandé. Je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps sur un surnom. Sur un surnom, tout ça pour. Oui, finalement, faut nous en dire plus, ça a été. C'était Derek. Ah oui. C'était Derek qui avait qui se fait appeler Deep Shit Derek en anglais, donc là, voilà. Et il y avait un jeu de mots après avec. En fait, il y avait le pendant. Joyce qui lui dit tu n'es pas. Tu es delightful. Tu es delightful, Derek. Donc là, on s'est dit bon là, faut pas se louper. Enfin, faut pas. Et bon, on était peut-être parti un peu loin. On est parti très très loin et on était très contente de nous. On était super contents. Ah mais c'est génial. Bon, on ne vous dira pas. Ça fera l'objet d'un grand détournement. On va faire comme on n'a pas assez. On n'en a pas assez lutté. On va faire un détournement. Ouais, on va faire ça. Un bonus. Et là, vous aurez les versions non censurées. Parce que oui, c'était du coup ils ont validé Derek l'emmerdeur, mais vous aviez autre chose, c'est ça? Ouais. On avait, on est parti avec des références des années 80. Non mais vous pouvez le dire. Pas le dire, non, vous pouvez le dire. Allez. On est parti très loin. On est parti. Je sais pas si vous avez connu les cartes Krados. Non. Les crados. Ça me dit quelque chose, oui. Avec voilà. Et donc nous, ça nous a fait penser à ça. Enfin, on s'est dit il y avait, je sais plus, il y avait, il y avait Bernard je l'ai acheté à mon père, qui s'appelle Bernard le pauvre. Du coup, j'ai acheté la carte. Bernard le Loubard. Voilà. Et c'était assez trash ces cartes-là. C'était un peu trash cacaboudin et on a glissé jusqu'à Derek Pulfenec. Voilà. On a glissé. Voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'on était assez... Le problème, c'est que oui, on était assez contente de nous. Et après, on entend parfaitement que non. Et après, je sais plus ce qu'on aurait pu trouver pour... tu n'es pas Derek Pulfenec. Enfin, on n'est pas allé jusque-là. Mais voilà, et ça, on l'entend. C'est que voilà, on va trop loin. Donc, heureusement, on a des garde-fous. Si on avait trouvé quelque chose. Si on avait trouvé. Et Derek l'emmerdeur et Derek l'enchanteur, ça marche très bien. Et puis voilà. C'est plus universel. Et puis... Oui, c'est vrai que ça marche. Et nous, on était partis dans beaucoup trop de fantaisie et parfois un choix raisonnable. Et puis et puis parle à plus de monde, en fait, parce que c'est déjà bourré de références que tout le monde n'a pas. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les références pour aimer et pour suivre aussi. Parce que c'est vrai que moi, il y en a certaines qui m'ont... Des fois, on a des scripts à noter, on se dit « Ah oui, c'est ça », ou quand ils sortent une phrase un peu d'un ton spécial, on se dit « Ah là, c'est peut-être une ref quand même qu'on n'a pas forcément ». Puis moi, par exemple, les refs aux années 80, moi, j'avais tout vu en français. Donc quand je les entends en anglais, les phrases, moi, je les ai pas du tout, quoi. Bon, quand ça sent le Star Wars, ça se sent. Enfin, voilà, on se dit « Bon, ça, c'est peut-être du Star Wars quand même ». Mais... Et voilà. Et c'est vrai que le truc des crados, oui, on tire... c'est un peu le problème, c'est qu'à force, quand on cherche des choses, des fois, on peut aller trop loin. Ou à vouloir faire joli, pareil. En fait, il faut être accessible au plus grand nombre. Donc, il y a aussi alors pas des jeunes enfants, mais il y a des enfants qui regardent. Et alors eux, les références des années 80, enfin,
Derek Pulfenec. Enfin, moi, je l'ai laissé sur mon fils, ça a fait chou blanc, mais total, quoi. Regardez, désespéré. Moi, j'aurais adoré que ça soit ça. Mais parce que c'est générationnel, je pense, ça aurait été rigolo. Ouais, parce si c'était dans les années 80-90, ça serait passé. On vous aurait laissé... On aurait laissé beaucoup plus de choses. Peut-être, mais non, franchement, on nous a laissé quand même... franchement, on a été assez libre. Et là, moi, Non, mais finalement, c'est bien parce qu'en plus, il y a les sonorités... qui fonctionne, et puis après on a regardé quand même un peu les commentaires et on voit que ça... En fait, quand personne ne trouve à redire, c'est souvent que c'est le bon choix, quoi. Donc oui, puis des fois faut pas chercher si loin, enfin genre faut pas chercher à tout prix. Bon là on n'ajoutait pas un jeu de mots, mais des fois moi quand j'étais prof, j'ai l'impression d'être vieille à la retraite. Des fois, je voyais des gens qui rajoutaient même des jeux de mots. L'idée, c'est pas, enfin, quand on traduit, c'est pas d'en faire des caisses, parce qu'en fait, ça devient lourd. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même des gamins qui parlent dans la vie. On n'utilise pas. Enfin, ça fait dater. Enfin, voilà, c'est ça. Le problème, c'est de dater. Alors là, il fallait dater, parce qu'effectivement, ça se passe dans les années 80, et on a pu, comme ça, ressortir, dépoussiérer des vieilles expressions, et ça, c'était hyper jubilatoire, même. Mais il y a des moments où ça s'y prêtait pas non plus. Donc c'était pas la surenchère de jeux de mots. Ça peut alourdir, quoi, finalement. Donc, Je sais que moi je me serais fait avoir parce qu'au-delà des références, tout ça qu'il faut avoir des années 80 ou même faire des recherches, moi je suis pas née dans les années 80 mais j'aurais pu, entre guillemets, si j'avais dû bosser sur cette série, les recherches ça se fait, mais je pense à tout ce qui est abus de langage et déformation de langage qu'il y avait. Enfin moi j'aurais eu trop peur de vouloir donner justement à ces gamins des expressions qui en fait n'existaient pas à l'époque, mais en fait de pas le savoir. Je me souviens d'une phrase où Mike dit le mot fastoche et j'aurais été incapable moi de savoir si vraiment dans les années 80 c'était quelque chose qui se disait déjà ou pas, ou même si ça se trouve ça remonte à beaucoup plus loin, mais je sais que j'aurais été en stress et je pense que j'aurais écrit des trucs tellement nuls parce que j'aurais voulu être dans le truc où voilà, je prends pas de risques et j'écris pas ce genre de choses. Alors comme vous le dites, c'est des gamins qui parlent, donc il faut forcément qu'il y ait des choses qui dérivent. Voilà, on est dans le contexte des années 80, on n'est pas à Versailles, voilà, dans un contexte noblier où il faut absolument avoir un langage soutenu. Mais ouais, ça m'aurait terrifié de me dire mince, j'ai mis quelque chose qui en fait, même si je pense que tout le monde n'y fait pas attention et au final. Puis on trouve pas parce très que grave. ce qui est difficile, c'est qu'il y a des expressions qu'on glissait vraiment, enfin les années 90. Nous, il y a des fois, on a écrit des choses et en fait, souvent, on se disait, t'as vérifié. Et pour nous, c'était tellement rentré. Et en fait, non, c'était 90. Et là, c'est pas mal d'ailleurs. Il y a pas mal d'expressions qui sont plus arrivées, des années début 90. Et du coup, ça marchait pas. Et voilà. Non, mais il y a peut-être eu quelques anachronismes qui sont passés. Oui, mais c'est dans ce contexte-là, c'est voilà. Mais n'y fait trop attention. C'était important en tout cas de soigner tout cet aspect pour donner cette couleur. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la contrainte du synchronisme, mais je pense que ça nous a poussé à être créatifs quand on a une grosse labiale. Là, je pense à Tubular, qui est devenu Top Moumout. Je suis pas sûre qu'on serait allé jusque-là si on n'avait pas eu cette grosse labiale. On serait peut-être parti sur quelque chose de plus neutre. Et là, bon. Mais oui, il y a eu quelques petits défis comme ça, et c'est ça qui donne toute la satisfaction, avec l'humilité qui nous caractérise. Mais c'est vrai que cette série, elle a été géniale aussi pour ça. Pour tout cet humour. Alors, il y en a un peu moins dans la saison 5. Ouais, on se sent moins la poire. C'est plus, c'est plus sombre, plus... Mais on a eu d'autres contraintes. Mais justement, avant de passer au petit jeu que nous a préparé Manon, on parle beaucoup justement de la traduction de Elf 11. Ah oui, on adore. Comment ça vous est venu ça ? Est-ce que c'était évident pour vous ? Non, c'était pas évident. C'était pas évident. Et en plus, à l'époque, il y avait Elf. Il y avait deux sujets. Il y avait le Elf et il y avait les lettres A, B, C, D. Ah oui. Sur le mur. Voilà, sur Comment le mur. oublier ? Et donc ça, c'était ça, c'est les deux gros Everest, on va dire. Et Elf, en fait, c'est moi qui parle. Il fallait un surnom, en fait, parce que c'est vrai, on s'est fait attaquer. On nous a dit aussi, mais pourquoi vous l'avez pas appelé Eleven ? Non, c'est pas clair pour tout le monde. Alors c'est un débat et c'est intéressant. C'est intéressant. Donc moi je sais que j'ai re-regardé la scène où on apprend qu'elle s'appelle 11 et en fait c'est Benny qui voit son poignet et qui voit un 11 tatoué sur son bras. Donc en fait il peut pas dire « Oh, c'est un 11 ». Oui, puis on se doutait qu'il allait y avoir d'autres personnages. On se disait s'il y a 8, 9, 10 qui arrivent, voilà.
Et du coup, le truc, c'est que 11, c'est pas très joli. Donc, on a cherché des surnoms. Mais c'était elle, surtout, en VO. Ouais, c'était il elle. fallait quelque chose de... Oui, on peut pas raconter C'était pas Eleven, il nous fallait un surnom sur elle. Ouais. Qui, en plus, était elle, E2LE. Donc, Oui. Et donc, les rimes en 11, il n'y en a pas beaucoup. Bonze, voilà. Donc, on a dû trouver... pareil, on en a beaucoup discuté ensemble et on a trouvé... Mais d'ailleurs, pour les puristes de Stranger Things, qui regardent tout en VO, là, je pense à quelqu'un qui partage un bureau avec moi. Non, il est parti. Et, donc lui, il est archi fan, il a tout... tous les livres, tout. Et puis, il m'a dit, non, mais Elf, vraiment, Elf. Alors lui, il a... Donc, je lui avais expliqué pourquoi, non, mais il n'était pas convaincu, alors que dans justement, tout l'imaginaire, toutes les références à des Donjons et Dragons, et oui, carrément. C'était, je pense, le meilleur compromis. Puis aussi, avec la contrainte de la synchro, les moins convaincus proposaient quelque chose, c'est dingue ça. Mais là, ils regardent en VO, donc c'est toujours facile. Enfin, c'est toujours facile. Tant qu'on n'y est, tant qu'on n'écrit pas, c'est toujours facile. Hein. On a tous voulu faire ce métier en se disant, moi, quand on parlait du sous-titrage tout à l'heure, je me disais, c'est pas du tout ce qu'il dit. Non, je vais faire ce métier, je vais sauver le sous-titrage, je vais sauver l'audiovisuel et tout ça. Et puis quand c'est nous qui, forcément. Quand c'est ton texte qui apparaît en sous-titre, je pense que la première fois, t'es pas tout à fait à l'aise non plus. Et c'est pareil, moi j'ai beaucoup de mal à regarder les VF, même si on sait qu'on a fait du mieux qu'on peut. C'est toujours difficile parce qu'avec le recul, on peut toujours améliorer. Mais c'est vrai que là, on a une petite frustration sur les lettres, sur le choix qui a été fait. On avait jusqu'à 5 propositions. Je me souviens que la bande était saturée et que... Et à l'époque, je ne sais plus exactement, mais on n'a pas pu imposer notre choix préféré. Non, on nous avait demandé en fait de faire plus... On avait soulevé le problème en demandant si, comme pour les Disney ou d'autres films, il y aurait un fond neutre où ils pourraient allumer d'autres lettres, s'il vous plaît. Et puis, c'est pas du sous-titre. Là, pour le coup, elle parle, donc on est obligé de la faire parler. Joyce, et du coup il nous avait dit faites plusieurs propositions, donc effectivement sur la bande est partie en plateau avec plusieurs propositions qui ont été enregistrées, et nous on a su ce qu'il y avait, et on avait un tableau, je sais pas si tu te souviens, où il fallait qu'on justifie, qu'on appuie, donc on a appuyé à mort sur une solution qui n'a pas été retenue, et donc ça a été stupeur et tremblement quand ça est diffusé et qu'ils ont dit donc ils ont choisi la pire, ok, super. Et c'est vrai que c'est... Et voilà, on a été... C'est frustrant parce que c'est votre nom qui ressort sur l'adaptation. C'est frustrant parce que c'est notre nom et parce que on se dit, en plus, c'est... Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Je me faisais cette réflexion. C'est aussi, je pense que les gens comprennent aujourd'hui ce qu'est une traduction. Je pense qu'à l'époque, c'était plus vague. En fait, ils ne voyaient pas le problème. Et je pense que quand on leur a soulevé, par exemple, ils se disent, R, c'est R, U, c'est U. Et je pense que ça a beaucoup changé. On le voit sur les retours qu'on a eus, de corrections, de remarques. Je pense que c'est quelque chose qui n'existerait plus. Mais c'est difficile, quand on parle à des Américains, tout le monde parle leur langue. Donc en fait, ils n'ont pas... C'est encore une gymnastique. C'est-à-dire qu'eux se sont pas posé la question, et parce qu'on a eu le problème après avec le morse, dans la saison d'après il y avait du morse, et c'est pareil, alors c'est plus facile à contourner, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui ça poserait problème quand même, mais peut-être que peut-être qu'ils choisiraient une autre solution ou pas, mais parce que c'est difficile des fois de concevoir ce qu'est notre travail, de traduire en fait. Les gens, ils ont une version très limitée de ce qu'est la traduction. C'est pour ça quand on nous dit vous allez être remplacé par de l'IA, faites donc. Mais en fait, un mot n'égale pas un mot. Et ça veut dire que... Moi, j'ai même une fois une copine qui m'a dit oui, on m'a proposé de traduire un livre. C'était un livre. Tout ça, j'ai 1 mois pour le faire, il fait tant de pages. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et elle n'était pas traductrice. Et en fait, elle a lâché. Parce que je lui dis, c'est pas tout de parler une langue, de la comprendre, de traduire, c'est encore autre chose, vraiment. Et faire une traduction littérale, oui, on peut tous le faire. Enfin, oui, DeepL le fait, tout le monde le fait. Mais c'est pas ça. Et c'est vrai que de comprendre la différence, c'est comme quand...
parce que nous, on comprend. Moi, quand je parle de ce que je fais, on me dit ah oui, c'est toi qui tu fais du doublage. Ah oui, les sous-titres. Non. et en fait, les gens ils disent oui, mais c'est pas ce qu'il dit. Je dis non, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça traduire en fait. C'est pas le. Et c'est compliqué, je trouve, de comprendre ça, de comprendre les enjeux et tout ça. Et c'est vrai que moi, le surnom, on me dit ah mais moi j'aurais laissé Eleven. Je l'ai entendu plein de fois avec des gens qui font notre métier. Et je dis bah. Non, et quand on a vu 8 arriver, on s'est dit, c'était le bon choix. On dit voilà, vous disiez quoi maintenant? Ça me rappelle l'exemple d'Harry Potter que je n'ai jamais compris parce que je pensais en reparlant des lettres ABC, etc., que quand même ceux qui regardent en VF sont relativement tolérants, du moins je l'espère, pour passer outre et savoir qu'effectivement il y a des contraintes qu'on peut pas outrepasser, mais le cas d'Harry Potter, où Tom Marvolo Riddle avait été traduit Tom Jedusor, je n'ai jamais compris l'intérêt puisque au final, à l'écran, on garde l'anagramme en anglais. Donc en fait, ce genre de traduction là, par contre, qui était inutile dans le sens où l'enfant, enfin moi, c'est très tardivement, pourtant les Harry Potter, je les ai vus il y a des années, mais c'est très tardivement que je me suis posé la question du pourquoi Tom Jedusor. Ah, parce que du coup, quand alors c'est Tom Elvis Jedusor, je crois. Là, quand on change les lettres, l'ordre, ça fait « je suis Lord Voldemort ». Mais en fait, ça n'a aucun intérêt puisqu'on ne le voit pas à l'écran. Donc, il y a des choix de traduction des fois comme ça où je dis « c'est intelligent, mais ça ne sert pas... » Et là, ils ont dû suivre le livre, surtout. Donc, je suppose qu'à ce moment-là, oui, les traductions étaient déjà faites. Il y a plein de choses comme ça où des fois, on se dit quelles contraintes ont été imposées pour qu'on s'inflige ça. Pas nous en tant que lecteurs, parce qu'on est bien content que les jeux aient été trouvés, les genoux aient été trouvés, mais pauvre adaptateur, pauvre traducteur, quoi. C'est ça, il y a peut-être une charte aussi. C'est comme on avait parlé avec la traductrice de The Boys qui nous disait le support de la BD. Et si le protecteur s'appelle le protecteur, tu le laisses, quoi. Donc tu peux pas le mettre Homelander. Mais c'est eux qui s'en prennent pas la figure, par contre. Oui, après, c'est sûr que tu passes un peu pour celui qui a trouvé des idées. Mais moi, je suis pour traduire ce genre de choses. Moi, on a le choix en plus. Regardez. Moi, j'aime bien le protecteur, par exemple. Moi, j'aime bien le protecteur aussi. Je trouve que c'est cool. Ça me parle plus qu'Homelander. Ouais. Sans transition, on va passer à la Darbox de Manon. Ton nom c'est quoi, pied tendre? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. C'est bizarre de dire que c'est la Darbox de Manon parce que d'habitude c'est Thomas qui fait la Darbox. Et je trouve ça honteux, ne m'associez pas à ce jeu, c'est celui de Thomas. Coucou Thomas, si tu nous écoutes, je ne te remplace que pour cette émission et j'espère que je te ferai honneur. Alors qu'est-ce que la Darbox? Ça fait très peur en tout cas. Je fais bien Thomas. La Darbox, alors je marche dans les pas de Thomas puisque c'est un jeu qui est de son fait à lui et qui a été réalisé pour la première fois. Je n'étais même pas hallucinée, donc vraiment j'ai une grosse pression. C'est un jeu qui consiste à faire tirer des répliques d'une série, d'un film à un comédien en général, puisque c'est ce qu'on reçoit majoritairement, et à leur faire deviner de quelle série, de quel film, de quelle œuvre en général est tirée cette réplique. Et ça s'appelle la Darbox parce que Richard Darbois a été le premier à tester ce jeu. Donc avant, il y avait une boîte avec des répliques. Maintenant, on est moderne, on met les répliques sur téléphone. D'ailleurs, très drôle, les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas appelé ça la Darboîte. Et on s'est dit je me pose la question aussi. Mais on adore les anglicismes. Voilà. Et du coup, là, comme on est sur Stranger Things, j'ai 10 répliques et vous, l'idée, c'est de retrouver le personnage qui a dit cette réplique. L'épisode, la minute et le... Alors, je peux accorder des points bonus si vous avez au moins la saison. Voilà. Oh, la pression. Donc, et je laisse Vincent gérer les points, puisque évidemment, c'est une petite compète. Et Vincent, tu peux jouer, puisque tu n'as pas vu les répliques. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, on va laisser Vincent jouer tout ça. Ouais, on va le laisser gagner même. Donc, je répète, une réplique et évidemment le personnage. Et je ne suis pas comédienne, donc je ne vais pas les jouer, je vais les lire de manière totalement neutre pour ne vous donner aucun indice. Et je commence avec celle-ci. Ce n'est pas pour rien que tu t'isoles de tes amis, c'est parce que ta place est ici, auprès de moi. Phrase très sombre. Je peux donner des indices. C'est Vecna. Bien joué. C'est Vecna, oui. Ça ne pouvait être que lui, de toute façon. Alors Vecna, bon là je sors ma science. C'est l'anagramme de Vance, qui est le créateur de Donjons et Dragons. Donc je ne sais pas, à vous de vérifier cette information. Mets un demi-point bonus pour cette anecdote. J'enchaîne. Donjons et Dragons, d'abord perçu comme un petit jeu de fiction inoffensif, inquiète désormais autant les parents que les psychologues. C'est
C'est un petit piège. Eddie, bien joué. Waouh. Je pensais avoir fait un piège parce qu'il lit un journal, du coup, qui parle de ça avec beaucoup de sarcasme, beaucoup d'humour, évidemment. Feu Eddie. Feu Eddie, qui est le personnage qui nous manque. C'est un de personnages préférés. Est-ce que vous avez d'ailleurs un personnage que vous aimez particulièrement? Tu parlais de Robin tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il arrive là, c'est... On vous a pas dit? C'est Steve. Ah, j'adore Steve. Il va nous chanter une petite chanson. On aime beaucoup Steve. Et Dustin, évidemment. Ouais, les deux meilleurs. Ouais, la dynamique entre les deux est quand même cool. On est attachés, de toute façon. Tout... puis ils ont des scènes... moi, j'ai tellement pleuré dans la saison 5. Je trouve qu'elles sont réussies, les scènes entre eux. Et puis Dustin, c'était rigolo. Il était hyper rigolo à écrire, en plus. Mais depuis le... Après, on avait un peu nos petites mascottes. Moi, Robin, c'est vrai que j'ai eu... forcément, on s'identifie aussi dans toutes les séries quand on a un personnage préféré, mais je m'identifiais bien à elle. Mais après, je reconnais que Steve, il a des répliques tellement drôles et même toute son attitude. Mais on est attachés en fait à tous. Bon, peut-être moins les personnages qui ont pu nous agacer. Tiens, c'est drôle aussi. Allez, il faut balancer. Quel personnage est relou? Ouais, mais on n'est pas forcément objectif parce que ça peut être aussi justement en termes en termes d'adaptation. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu le dis comme ça? Pourquoi tu articules comme ça? Karen, j'aime beaucoup Karen aussi. Karen, on adore. Dans la saison 5. Même dans la 3, elle est fabuleuse. Nancy, en fait, on aime tout. Dans les personnages féminins, c'est quand même... ils sont bien. Allez, on enchaîne. J'avais un objectif. Je suis venue pour comprendre qui je suis. Je voulais savoir si c'était moi le monstre. Je pensais que ça serait facile. Et on ne sait pas. Et c'est dans quelle saison? Non, c'est pas Eleven. Si, c'est Eleven. Enfin, 11. Oui, 11, pardon. C'est honteux, j'ai marqué Eleven sur ma fiche. Non, pardon. Mais on l'appelle... Oui, mais 11. Tout le monde en parle. C'est dans quelle saison, ça? C'est dans la saison 2, je crois. Je les ai pas notés, mais quand j'ai revu les scènes, il me semble que ça vachement bien adapté. Ouais. C'était très beau. Mais je crois qu'en plus, il n'y a pas un rappel dans la 5 d'un de ces épisodes-là, parce que ça me fait... Si, quand elle a son face à face avec Vecna, c'est vraisemblable. Je ne sais pas si c'est les termes exacts, mais oui, c'est tout à fait le même genre. Ensuite, je ne sais pas si tu m'entends, il y a 2 ans, j'aurais dit que c'était n'importe quoi, et même impossible. Mais ça, c'était avant de découvrir l'existence des mondes parallèles et des monstres. J'hésite. C'est pas la sœur de Lucas? Non. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh non, Erika. Oh non, elle aurait dit ça beaucoup plus violemment. Dustin. C'est pas Dustin. Mike? Non. Tout le monde. Faites-les tous, vous l'aurez Steve. Non plus. Hopper? Non. C'est une scène un peu émouvante et c'est un début de saison. Attends, tu peux redire la réplique? Je ne sais pas si tu m'entends, il y a 2 ans, j'aurais dit que c'était n'importe quoi, et même impossible. Mais ça, c'était avant de découvrir l'existence des mondes parallèles et des monstres. Oui, c'est Max. Bravo. Qui parle à son frère. Voilà. Billy. Billy. Billy, attends, on l'a attendu. Alors lui, on l'a attendu. Qu'est-ce qu'on l'a... Le seul à qui la coupe mulet va extrêmement bien, d'ailleurs. N'exagérons rien. Oui, ça lui va mieux que sa coupe dans la vraie vie. C'est vrai. Vous allez voir. Dans la vraie vie. Non, mais c'est vrai. Real life. Non, mais je crois que beaucoup ont craqué sur Billy dans la série, et quand ils l'ont vu en vrai, ils ont fait... Et il a des scènes de fou. Il a des scènes... et un final, un très bon final, comme Eddie, en fait. Vraiment de sacrifices assez touchants. Et pourtant, vu le personnage, c'était pas gagné. C'était pas gagné, exactement. Ensuite, ça fait comme si tout coulait à l'intérieur de ton corps. Je vais y arriver, je vais la refaire. Ça, parce c'est que pas très bien écrit. Non, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et c'est de ma faute, car ça doit être de moi. Je ne sais pas lire, je ne sais absolument pas lire. C'est de ma faute. Ça, c'est de toi. Ça. Jamais je n'aurais pu vous associer une phrase aussi nulle. Et retenez bien, j'ai traduit des romans, alors ça vous laisse imaginer. C'était peut-être pas bon. Il y a un moment. Voilà, oui, c'est pas faux. Je recommence. Ça fait comme si tout à l'intérieur de ton corps était en train de couler. Mais là, c'est pire. Ton corps, il devient tout froid et t'arrives plus à respirer. J'ai déjà ressenti ça quand il était tout près de moi. C'est Will. Oui. Voilà. Et c'est ça que j'avais relevé quand je l'avais écrit. Je m'étais dit que c'est bien joué parce que c'est des enfants et il n'y a pas les négations. Par exemple,
t'arrives plus à respirer. Il n'y a pas de tu n'arrives plus à respirer. Et c'est vrai qu'à l'oral, on parle pas comme ça, mais je sais que moi, en littérature, j'aurais tendance à la mettre la négation parce que forcément, ça sonne plus joli à l'oreille. Et je le ferai sûrement par erreur en adaptation. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé ça bien joué parce qu'en plus, c'est une des premières saisons. Donc oui, il est vraiment tout jeune. Et c'est vrai qu'un gamin ne s'en mettrait pas à dire tu n'arriverais plus. Donc vraiment, chapeau, c'est des réflexes que je n'ai pas. Je vais y arriver. Ensuite, c'est court, mais en général, voilà. C'est pas un super plan pour moi. J'essaie de garder la ligne pour les filles. Ah bah c'est Steve. Bah oui, Ah, ouais. ça ne pouvait être que Steve qui parle de son nouvel emploi de glacier. Voilà, Saison 3. exactement. Et, voilà, et qui dit à La Dustin best. que c'est pas le bon plan parce que toutes les glaces sont gratuites et comme il essaye de garder la ligne, voilà. Ensuite, je t'ai fait une nouvelle compilation et je parie que certains Jonathan. morceaux... Waouh, Le bien pro des joué. compiles. Ouais, c'était beau, très beau moment de retrouvailles avec son frère. Ouais. Mais il est intéressant ce personnage en fait, Jonathan. Ouais, il Oui. est sensible, Moi, je j'aime bien le sa trouvais très sensibilité, ouais, carrément. C'est vrai, qui n'a pas eu assez de temps d'écran, je trouve, Ouais. pour être vraiment très très bien. Sous-exploité dans la Oui, dernière saison. c'est vrai. Mais en même temps, ils sont tellement nombreux qu'il y a forcément Oui. des déçus. Avant-dernière réplique. On prend les tunnels et on ne se montre pas tant que ce n'est pas dégagé et sans aucun danger. Hopper. Bah, c'est Dick. Ouais. C'est Dick, du coup. C'est chiotte. Avant-dernière et... Bon, je vais essayer. On est aussi là pour trouver un cadeau pour toi, sauf qu'on n'a rien trouvé. Sauf qu'on n'a rien trouvé qui te correspond. Et j'ai que 3,50 C'est $ en Mike. poche. Voilà. Ouais, je me souviens. Et du coup, j'avais Star un peu spoilé parce que du coup, la fin de la réplique, c'était j'ai que 3,50 $ en poche, alors c'est pas fastoche. Voilà, une petite rime Ouais, je me souviens de cette scène. qu'on apprécie. Et la dernière, je crois qu'on est à une belle égalité là, quasi. Non, il y a Caroline qui mène 5-3. Oh, bien joué. Alors, une petite remontada pour la dernière. Pour le Il n'était pas comme les autres. Il a bien quelques amis, c'est sûr, mais tu vois, les autres gamins, ils sont méchants. Ils se moquent de lui. Ils s'amusent à l'insulter. Ils se moquent même de ses vêtements. Il était pas comme... Premier épisode de la saison 1. Ah, Attention. ah ouais, Lucas. Ouais, Lucas, c'est ce que... Non, Ah, ça n'est pas Lucas. C'est un personnage qu'on n'a pas eu. J'ai essayé vraiment de faire... voilà, si ça peut orienter, ou en tout cas éliminer des possibilités. Hopper, on l'a déjà dit. Non. C'est- T'as dit qui? Hopper. Non, on l'a déjà dit. la mais c'est pas lui. Dustin, on l'a... Non plus, ce n'est pas Joyce. Dustin. C'est Joyce. Mm. Oui, c'est Joyce quand elle vient au commissariat pour déclarer la disparition de son fils et que Hopper prend la chose un petit peu à la légère parce que c'est un Ah oui. gamin. Et voilà, donc qui a gagné? C'est Caroline. avec Bah, 5-3. bien joué, bravo. Bravo. Caroline qui déteste jouer en plus. Hein. Voilà. C'est toujours ceux qui disent qu'ils me C'est détestent C'est ou ça, qui... mais oui, mais Donc, ça il n'y arrive énerve pas. beaucoup mon beau-frère que j'embrasse d'ailleurs, parce que lui il adore les jeux, à chaque fois qu'il nous sort un jeu d'apéro, j'ai envie vraiment de partir, et en plus je gagne et ça énerve, il me dit mais c'était quoi ta stratégie? Je n'avais pas de stratégie. Je suis juste très Tu me dis de douée. lancer un dé, je lance, et je fais un truc au hasard et je gagne. Eh bien C'est voilà. ça, hein. Comme ceux qui veulent pas être roi, bah, finalement. Exactement. Donc j'espère que j'ai fait honneur à ta Darbox, Thomas, et que tu joueras en écoutant ce Mais podcast. elle a été renommée, là, l'émission. Oui, la Darboise, pardon. Le jeu était... La Super jeu, hein. Ouais. J'ai adoré. Et encore, on n'a pas fait le quiz de Manon qui. Oui, qui et en est général, souvent je très- fais un petit quiz aussi, mais malheureusement, le temps nous a manqué. Ouais. Et là, j'ai encore pas mal de questions, donc on va essayer d'en balayer quelques-unes avant de finir cette Mettre un émission. buzzer, on ira plus vite. Bah, justement, j'avais aussi une question par rapport aux réactions du public à la version française. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou vous vous en foutez Vaut mieux pas, vaut mieux pas. Vaut mieux le déni. Enfin, pour Bah, pas être c'est- influencé aussi par ce que pense le public ou non. Bah, après, c'est pas tellement nous qui jugent, je pense qu'ils sont très sur les voix aussi, comme Ouais, tout le Ouais. monde. Tout, J'ai pas effectivement remis ce que tu disais sur le prénom, enfin les surnoms. Ouais. Mais on parle pas tellement. Enfin, j'arrive pas à me rendre compte dans quelle mesure ils ont vraiment. Enfin, ils ont forcément un avis, mais je pense que la majorité des gens, quand même, se laissent porter, c'est-à-dire se met dans son canapé, regarde, et puis se laisse porter par l'histoire. Enfin, c'est le but. Oui, c'est difficile à évaluer. Bah là, c'est vrai que sur la saison 5, on a eu pas mal de retours de collègues autrices et auteurs, ce qui nous a fait très plaisir. Donc là, on s'est dit, il y a quand même... c'est sûr que leur avis compte beaucoup, presque plus que celui des comédiens et comédiennes, mais... Non, on ne peut pas vraiment évaluer, on ne sait pas. Alors parfois, oui, je suis allée voir des commentaires, là, notamment sur
sur le choix du surnom d'Eric. Mais là, c'est pareil, on ne peut pas savoir, c'est pas révélateur. 10 commentaires qui disent « Ah, c'est génial », c'est pas... Puis les fans de la série, ils sont quand même assez mignons globalement sur cette série-là. Sur d'autres projets, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a une attente qui est... et même si je vois bon là, c'est sur l'histoire, mais la fin a été décriée par certains, mais a été aussi très défendue finalement. Enfin, je trouve que c'est assez... c'est des fans, j'allais dire bisounours, non, mais qui sont attachés au personnage et qui sont quand même un peu indulgents, je trouve. Oui. Enfin, on n'a pas un espèce de hate... Et encore une fois, sur notre travail, je sais pas. En plus, il n'y a rien à dire, c'était parfait. C'est vrai. Non, mais en tout cas, de notre perception à nous... oui, on s'est relevé aussi des fois où on se dit... Pareil, on se dira, c'est pas ouf, et en même temps, on n'a pas de solution à apporter. Donc, ça se sent quand on a eu le temps, justement, de bien travailler une traduction, et que ça coule, et qu'on ne se dit même pas, tiens, ça a été traduit. Enfin, 99% du temps, quand je regarde une série doublée, je me dis pas, tiens, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Mais là, on a de la chance aussi avec Fanny, c'est qu'on écrit, ça c'est une chance, c'est qu'on écrit pareil. C'est-à-dire que donc, c'est aussi cohérent, c'est homogène. Ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui est pas... C'est vrai que même on avait fait une autre série ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un mot, c'était marrant, il y a des mots qu'on avait traduits pareil, parce qu'on a déjà dû vous parler de la Bible. Des fois, on a une Bible avec des mots clés qu'on va noter dedans, et puis des fois, il y a des mots qu'on ne rentre pas dans la Bible, et puis souvent, avec Fanny, on s'était fait cette réflexion. Des fois, je ne sais plus. Quand j'ai regardé par exemple, on a re-regardé les 4 premières saisons pour bien se remettre la VF dans l'oreille, moi, je ne sais plus quel épisode j'ai écrit. Je suis pas, voilà. Sur d'autres séries, on sait, on reconnaît. Mais sur cette série-là, et ça, je pense que ça aide. Enfin, voilà. Et c'est pas que quand on travaille avec des gens qui travaillent pas comme nous, c'est pas que l'autre c'est pas bien, c'est que si c'est différent, le public va le sentir aussi, que c'est pas tout à fait pareil. Et ça peut gêner, par exemple, une VF. Et ça, on ne sait pas à l'avance. Et c'est une chance de pouvoir être avec des binômes qui écrivent pareil, quoi. Ce qui arrive. Hein. Mais ça, je pense que ça a pu aider aussi notre VF d'être accord, de tomber sur les tutoiements, les vouvoiements, d'être d'accord, de sentir les choses pareilles. Enfin, parce que c'est aussi... on traduit de l'émotionnel, je cite encore pas... Pardon. Mais... oui, donc quand on a une sensibilité proche, je pense que ça se ressent. En tout cas, je pense qu'on a perçu toutes les deux la série pareil et que ça a rendu ça, quoi. Mais est-ce que vous aimez aussi aller en studio de temps en temps, ou est-ce qu'on vous propose, ou vous préférez rester un peu à distance des enregistrements? Ah non, on y va. On y va. Moi, j'y vais moins depuis que je vis loin. Mais bon, parfois, c'est sûr que on a l'impression de passer un examen, d'être jugé et tout, alors que non, c'est pas... Chacun fait son travail, mais c'est très important d'aller en studio pour voir ce qui marche ou pas, comment le comédien ou la comédienne s'approprie le texte. Oui, c'est parfois... Bon, moi, quand j'ai débuté, c'est vrai que j'ai passé parfois de mauvais quarts d'heure... mais parce que c'était des séries compliquées, je pense notamment à une série médicale. Et puis même, j'étais peut-être moins à l'aise. Mais oui, je trouve que c'est indispensable. C'est un passage obligé. Et là, je regrette, j'ai pas pu beaucoup y aller sur la saison 5. Là, c'est qu'on écrivait aussi en même temps qu'ils enregistraient. Donc c'est vrai que comme on était sur place, on pouvait passer une tête. Mais c'est pas toujours... Puis il y a des moments où c'est pas forcément... Quand il y a des grandes scènes d'émotion, des fois c'est difficile aussi. Il y a des comédiens qui vivent plus ou moins bien, qu'on soit là ou pas. Mais c'est vrai qu'en général, c'est rare qu'on nous refuse l'accès au plateau de toute façon. Et c'est vrai que souvent les comédiens disent ah ouais, mais toi tu viens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, c'est vraiment difficile. Comme dit Fanny, on passe le bac, puis on est un peu, j'allais dire, les cibles faciles. C'est-à-dire que comme on n'est pas là, c'est mais c'est quoi ce texte Alors que peut-être que et peut-être qu'on peut le changer, effectivement. Moi, parce qu'une fois j'étais allée en plateau, on me dit comme t'es là, du coup j'y rien. Si, en fait, c'est parce que si moi je vois pas ce qui marche pas, je vais pas m'améliorer. Mais c'est vrai que je comprends que c'est difficile, quoi, au niveau de l'ego, c'est difficile. Mais il y a un accueil. Après, ça devient plutôt positif, puis on peut échanger parce que, comme tu le disais, il y a plein de métiers de l'ombre qu'on connaît pas, et notamment les comédiens ou les DA. Normalement, ils sont un peu en contact avec nous, mais ils savent pas forcément comment on travaille, si on a eu le temps. Moi, une fois, on m'avait dit mais quand même, t'as eu 1 mois pour adapter ça. Non, j'ai eu 1 semaine.
Parce que je dis, si je mets un mois à écrire un épisode, je gagne 800 €. Donc, comprends bien que, vu mon loyer, je suis pas très bonne en maths, mais ça ne marche pas. Et du coup, voilà, quand on dialogue, ça désamorce des choses. Et puis, en fait, mais puis il y a plein d'autres métiers qu'on ignore. Moi, comme on était sur place, on a pu aller en mix, on a pu aller en montage son. Okay. Et c'est super de voir comment ça se passe. Et c'est vrai que quand on habite, même sur Paris, si on habite loin, moi, j'aurais jamais pensé dire est-ce que je peux aller en mix. Là, on est là, on les croise, donc on y va. Et c'est hyper important de voir quelles pistes sont choisies, comment on monte, parce que ça peut influencer notre travail aussi. Même toutes les scènes d'ambiance, par exemple. Moi, souvent, en plateau, on ne va pas avoir des ambiances, mais nous, quand on doit écrire des kilomètres d'ambiance, on ne sait pas comment ça se passe, à quoi ça sert et tout ça. Et quand on voit ce qui se passe, en plus, c'est magique de les voir tous passer au micro et tout ça. Mais ça permet... Mais oui, ça reste... c'est difficile. Et puis des fois, moi, j'entends une phrase, je fais « c'est moi qui ai écrit ça ». Tu peux plutôt dire... voilà, parce qu'on a aussi du recul quand c'est en plateau, tout d'un coup, puis on l'entend. Parce que nous, on le joue, mais on n'est pas comédien. Donc, quand on joue notre texte, on arrive à placer où on a envie que ça marche, quoi. Et tout d'un coup, donc on apprend, c'est hyper formateur. C'est l'adaptatrice de The Boys, quand on avait été en studio, qui était là aussi. Oui. Et elle a vu Jérôme Powell se transformer l'homme poisson en trou de balle. Et en fait, elle était morte de rire. Elle a dit oui. Pourquoi j'y ai pas pensé Ah oui, mais ça, c'est voilà. Toujours ce qu'on dit. Et moi, je sais que je me souviens d'une vérif, parce que des fois, on fait des vérifs avec les directeurs artistiques. Donc, nous, on lit le texte et ils vérifient que c'est en place, que ça se joue, tout ça. Et pareil, je débutais, il y a une grande DA qui n'est plus là malheureusement, et qui m'avait dit, j'ai dit, ouais, j'aurais dû y penser. Elle fait, non mais c'est facile, tu t'es arraché les cheveux pendant des heures sur ce truc, nous, tu lis ton truc, on arrive, c'est normal. Donc il faut aussi accepter que des fois, il y a des changements. C'est pas que c'est pas bien ce qu'on a mis, c'est que tout d'un coup, ils s'emparent du texte et ils trouvent quelque chose qui marche mieux, et tant mieux. Mais en fait, il y a déjà une base. Donc voilà, et c'est ça. Et c'est là où on est une équipe, c'est aussi bien. Et puis des fois, ils font des changements qui sont foireux. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est... faut aller en plateau, les jeunes. J'ai une question qui va peut-être faire polémique. Enfin, je sais que tu l'appelles souvent la question polémique. On demande souvent aux comédiens si ça les gêne d'être appelés doubleurs. Pour bien dire, enfin, ils essayent quand même de faire la distinction entre doubleur, qui en plus n'est pas un vrai terme, on le répétera jamais assez, de comédien. Est-ce que vous, c'est dérangeant si on dit traductrice au lieu d'adaptatrice ? Parce que c'est différent, ça reste. On est tradaptotrice. Tradaptotrice. On doit ce terme à Anthony Panetto. Oui. Coucou Anthony, c'est la star. Oui, il y tient. Non, mais c'est exceptionnel comme terme, mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. Oui, parce qu'on traduit, mais on adapte des dialogues. Donc, on les adapte, c'est-à-dire qu'on les adapte à la culture francophone. Bon, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui quand on entend les VF des années 80, je pense, et même des années 90. Je pense à un épisode de Friends où une référence à un chanteur américain, alors je ne sais plus lequel c'était, mais ça a donné Claude François. Bon, mais oui, donc c'est pas qu'on est plus dans le sens où on est mieux qu'un traducteur ou une traductrice, mais il y a tout un travail d'adaptation et de... Ouais, on est un peu plus caméléon, on va dire. Oui, d'ailleurs, on rappelle que vous avez un statut de auteur-autrice, c'est pas... C'est quand même, c'est pas juste... comme les écrivains. Oui, alors ça, souvent, les gens sont étonnés. Moi, j'ai souvent la réflexion, ah bon, mais pourquoi Je dis, parce que la définition... du droit d'auteur, ce qu'on perçoit des droits d'auteur, c'est une création de l'esprit. Oui. Et c'est ça qui nous différencie d'un traducteur technique, par exemple. Oui, puisque c'est pas du traduction Google Trad, quoi. Ouais, attention, la traduction technique, c'est pas non plus du Google Trad. C'est ça, donc il y a donc il y a beaucoup de nuances, et je pense que c'est ce que peut-être le grand public n'arrive pas bien à différencier, c'est que c'est un vrai métier et qu'on tape pas un texte sur ChatGPT et on va avoir 10 épisodes d'une série traduite. Vous pourriez faire des dédicaces, comme font les auteurs. Mais je l'ai fait une fois. C'est vrai. C'était trop. Ouais, mais c'était hyper gênant. C'était une convention Stranger Things justement. Et j'étais avec 2 comédiens et donc il y avait les fans. Après on avait parlé
de tout. Enfin, de notre travail aussi, et tout ça. Et à la fin, oui, il y avait les comédiens qui étaient là. Ils m'avaient dit, viens t'asseoir et tout ça. Et moi, j'étais là, je fais, mais il y a un monsieur qui vient, et vous pouvez me faire un autographe? Et je fais, mais... Donc, j'ai fait ma signature de chèque, quoi. Et j'étais là, il me dit, mais si. Et j'ai dit, mais c'est fou, c'est n'importe quoi, mais d'accord. Je pense qu'il a fait aussi par politesse, parce que voilà, il demandait C'était Alexia et Gabriel qui étaient à côté. Et, mais il y a un vrai... en France, on a quand même il y a un vrai fan club de l'AVF, quoi. Oui. Pour le coup, je l'avais senti très fort. Et effectivement, pas que des comédiens, de tout. Et c'était touchant, j'étais touchée. Oui, nous d'ailleurs, on a souvent des commentaires en mode dans vos redoublages, vous ne mettez pas le nom des auteurs et des autrices. Oui, c'est très malin. C'est très malin. Très vilain. Déjà, c'est pas dit avec autant de gentillesse. Oui, c'est vrai, certains sont très c'est très agressif en général, et on reconnaît totalement. Ils n'écoutent pas nos podcasts parce ils n'écoutent pas notre podcast parce que on en a fait pas mal avec. Et c'est souvent aussi dans nos émissions spéciales. Je vais oula. Je suis fatiguée. Dans nos émissions spéciales, on mentionne toujours aussi les adaptateurs et les adaptatrices. On a fait, du coup, c'est notre deuxième émission sur le sujet. On participe à l'ATA aussi. Voilà, on a reçu Jean-Marc Pantier, qui est un monument aussi de l'adaptation. Trouver quelqu'un qui met autant en avant que nous avec notre petite portée. Notre petite portée, j'ai envie de dire, Allociné a une grande portée, mais on essaye au maximum de dévoiler ces métiers. Nous, on n'a pas toujours la main aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et évidemment, pour aller vite, on met le redoublage, on met le nom du comédien. Alors pas du coup, puisque c'est pas nous qui... Oui. c'est pas nous qui validons malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on mette en place. Qu'on impose. Qu'on arrive à trouver. On vous remercie de nous donner cette visibilité, même si... Non, mais c'est quelque chose qu'il faut... C'est quelque chose qu'il faut qu'on impose maintenant, même pour nos vidéos, pas que pour nos podcasts ou pour les repartages, mais pour les vidéos. Non, pardon, je t'ai coupé. Il y a je pense à une autre émission animée par un comédien. Il y a eu beaucoup de redoublages. Et à aucun moment on a été cité, où on nous a demandé l'autorisation. Et où on recopie nos textes avec des fautes d'orthographe. Ah oui, si vous pouviez corriger les fautes d'orthographe. Ça aussi, des fois, nous, c'est vrai que nous aussi, on fait s'il vous plaît. On fait faire des bons rythmes. Parce que nous, on est irréprochable en termes d'orthographe. Mais oui, alors la directrice artistique nous a cité, heureusement, Ivana Coppola, qu'on embrasse. Oui. J'espère que tu nous écouteras. Parce que nous, on t'a écouté. Mais non, mais c'est important parce que sans ça, en fait, il n'y a pas de bande rythmo, il n'y a pas de comédien, il n'y a rien, quoi. Mais même souvent, là, je pense à un réseau social où, en fait, on promeut en quelque sorte les séries qui sortent, etc. Donc souvent, il y a des comédiens et comédiennes qui relaient, même des directeurs artistiques, et qui ne citent pas les auteurs. Là, je pense à une série sur laquelle tu travailles, Caroline. Et là, il y a un comédien qui a posté en disant « Mais ce rôle formidable, merci, merci, merci ». Et c'est tout le monde, sauf les auteurs qui s'arrachent les cheveux. Je sais, Caroline, à quel point cette série te donne du fil à retordre. Je l'adore. J'essaie de deviner. Non, je ne rien. Après, ils ne connaissent pas toujours nos noms non plus. Voilà, on leur trouve une excuse. C'est-à-dire que en plateau, les DA, ils ont nos noms, mais on n'est pas forcément... S'il n'y a pas de vérif, ils ne nous rencontrent pas. Enfin, c'est pareil, on se mord la queue, mais c'est vrai que c'est bien de savoir... qu'il y a des champs. C'est vrai qu'il y a un petit peu, peut-être une invisibilisation des auteurs et des autrices sur les sites. Parce que des fois, on ne trouve pas forcément qui a écrit la plateforme, j'ai l'impression, se donne pour mission maintenant vraiment en fin de... Alors Netflix, c'était les premiers, je pense, à le faire. Maintenant, de plus en plus, de mettre des cartons avec... Là, c'est une obligation, en fait. Oui, là, c'est une obligation. Et puis, c'est vrai que même sur les réseaux, je pense à... Maintenant, je reparle d'eux, mais les mixeurs, les monteurs sont aussi cités. C'est-à-dire que c'est toute l'équipe. Oui. Et moi, j'avoue, la vilaine, quand je faisais des posts sur le réseau... pour promouvoir mon travail, souvent je ne citais pas les comédiens. Et c'était pas parce que je voulais pas les citer, c'est que je me dis, eux, tout le monde les connaît. Oui. Mais pareil, moi, les mixeurs et les monteurs, j'avais pas leur nom. Et des fois, on leur demande... Des fois, on le sait, des fois, on le sait pas, ou on peut les demander. Même nous-mêmes, on invisibilisait des gens. Mais là, comme on a travaillé sur place, on les a rencontrés, on a été pendant des semaines... Et là, ça a été... c'est sûr que c'est compliqué, mais à la fois, ça a été un vrai travail d'équipe. On a pu rencontrer tout le monde, ce que tu disais tout à l'heure, et se dire, quand même, c'est vrai que là, il y a des choix cruciaux à faire en termes de mix, des choses très techniques qui vont valoriser le texte.
le texte et le jeu aussi. Enfin, je veux dire, un bon, si c'est mal mixé, si c'est mal monté, ça rend une VF. Enfin, en fait, c'est ça. Et c'est ça la frustration des fois dans le doublage, c'est ce que je disais, c'est que dans le sous-titrage, globalement, c'est le résultat de ton travail que tu vois à l'écran. Enfin, ce sont tes sous-titres, c'est toi qui les as à peu près calés normalement et tout ça. Et c'est vrai que nous, des fois, le texte on peut être aussi écrit à côté de ses pompes. Le texte peut être. Mais si c'est pas bien dirigé, si c'est pas bien joué, si c'est pas bien mixé, moi je me souviens des fois avoir entendu un truc qui était pour moi mal mixé, parce que c'est pareil, je dis pour moi parce que des fois c'est subjectif aussi. C'est-à-dire que moi je vais pas aimer tel son, ou je vais pas aimer telle voix, ou je vais pas aimer. Enfin, je sais pas, ça reste subjectif. Moi, il y a des. Récemment, on m'a dit la VF elle est super. Moi j'ai regardé la VF et je ne citerai pas. Moi j'ai pas aimé la VF, mais il y a plein de gens qui sont tout aussi cérébrés que moi et qui l'ont aimé. Donc je me dis c'est parce que peut-être que moi j'aime ou moi j'ai pas perçu, j'ai trouvé j'ai pas. Donc ça reste subjectif et c'est là où c'est difficile, c'est que des fois on n'aime pas le résultat ou le choix des voix. Moi des fois je me dis mais pourquoi Et des fois, c'est pareil, il ne faut pas forcément être raccord, c'est-à-dire c'est pas parce que le personnage a une voix aiguë qu'il faut prendre quelqu'un qui a une voix aiguë. Donc il y a des fois, il y a des choix qui nous déroutent et qui marchent super. Enfin, on voit le nom, on se dit ah ouais, vraiment, et quand on voit le résultat, on dit ah ouais, vraiment. Mais donc c'est un peu difficile de juger de ça. Mais... En tout cas, c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment envie de mettre ça en avant parce que ça nous fascine vraiment. Et c'est ce qui fait le sel de ce qu'on aime. On aime la VF, on aime le doublage. Et on veut que ce soit le plus... Oui. Voilà. Et nous, on aime bien aussi rester dans l'ombre. Et ça fait partie de ce métier où on ne l'a pas choisi par hasard. C'est justement, on aime la discrétion et... dans la lumière avec parcimonie. Avec parcimonie. Mais on reconnaît qu'aujourd'hui, c'est très important de donner de la visibilité à nos métiers, pour justement les défendre par rapport à l'intelligence artificielle qui porte mal son nom. Et les valoriser, donner envie aussi. Et éveiller des passions chez les plus jeunes. Qui va faire les prochaines traductions si tout le monde se met à ChatGPT et que du prochain Stranger Things, il n'y a plus de créatifs. C'est quelque chose c'est une perspective terrifiante. Mais qu'on devienne de simples relecteurs et relectrices. Bon, on espère que ce sera le plus tard possible. Mais après, c'est aussi quand je vois nos enfants. Bon, là, je pense à mon fils qui a tendance à regarder beaucoup de programmes sur YouTube en anglais avec des voix de synthèse. Et lui, il ne voit pas ce qui cloche. Donc là, on a regardé ensemble un épisode d'une série que j'ai adaptée. Et puis, ça l'intéresse quand même parce qu'il a reconnu. Il m'a dit mais c'était là-dessus que tu travaillais. Et à un moment, le personnage dit un mot en espagnol. Il me dit maman, t'as oublié de traduire. Donc il a quand même identifié. Donc et je me dis ça passe par là aussi à une éducation de ces générations que si ces enfants sont habitués à regarder, à manger des vidéos avec des voix de synthèse toute la journée, ils vont s'abituer et puis après. Mais c'est facile de c'est facile. Non, parce que c'est facile de les pirater. Moi, j'en ai un aussi, j'ai un enfant qui a 16 ans, donc c'est un ado. Et pareil, il regardait des vidéos sur TikTok avec la voix et tout ça. Et en fait, je lui dis, mais t'entends ? Je lui dis, c'est insupportable, c'est le même rythme en fait. Tu sens bien qu'il n'y a pas de nuance. Et maintenant, il me déteste, il fait t'es chiante, j'arrive même plus à regarder un truc maintenant. Je dis, je suis chiante, c'est mon travail. Après, il déteste regarder des trucs avec. Je pense que Swan, ce sera pareil plus tard. Il déteste regarder des trucs avec nous. Parce que c'est non, mais ça va pas, quoi et je pense que c'est une éducation. Faut leur éduquer l'oreille. Moi, je vais intervenir dans l'école de mon second aussi pour leur expliquer et Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit un peu plus visible et qu'on fasse... faut saboter, quoi. Ouais. Faut saboter l'IA. Carrément. Faut y aller. Mais les gens s'habituent. Et puis les gens... Et puis c'est quand même un progrès pour plein de gens. C'est terrible à dire, mais ça permet de multiplier... Enfin, je pense pour l'audio-description, c'est affreux, mais ça a permis de multiplier, de rendre accessible plein de choses. Donc c'est toujours le problème, c'est que c'est bénéfique pour certains. Ça permet de faire des choses en masse, donc c'est terrible parce que pour le coup, les gens vont se suffire de quelque chose, c'est-à-dire, voilà. Il faut qu'on soit meilleur. Et il faut qu'on soit meilleur que l'IA aussi. Ça, je pense que c'est le cas. Oui, il n'y a pas lieu de douter. Écoutez, merci beaucoup Fanny et Caroline. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir.
Et merci Manon. Avec plaisir aussi. De Darbox. Ouais, j'espère. Merci Constance aux manettes. Merci Constance. On se retrouve très vite pour un nouveau Voix Ouf. N'hésitez pas à le partager, à commenter et à nous dire votre réplique préférée de Stranger Things. C'est ça. Voilà. Salut à tous, merci. Salut. Allociné,